agglomération, il n'y en a que 7 à l'intérieur du Grand Paris, donc il y en a 4 à l'extérieur. Et puis la région, elle est aussi rurale, puisqu'il y a la moitié du territoire de la région Île-de-France qui est profondément rurale, que ce soit dans les Yvelines, et puis bien sûr dans la Seine-et-Marne. Alors dans ce processus-là, qui est un processus qui a évolué, qui a évolué dans un sens bénéfique, mais qui n'est pas arrivé à la totalité de ce qui est nécessaire au regard de ce qu'on a dans d'autres grandes métropoles étrangères, où la dimension, je dirais, de l'ensemble de l'agglomération est gérée d'une façon plus intégrée. On a un double dispositif qui évolue dans deux sens. Le premier, qui est un sens ascendant, pour lequel on dit, pour que les politiques fonctionnent, compte tenu de l'émiettement communal français, il faut concentrer les moyens, concentrer les compétences, et donc les dernières lois ont par exemple renforcé le rôle des EPCI par rapport aux communes de base. Donc on a les compétences techniques qui montent vers les niveaux supérieurs. Et puis de l'autre côté, on a une deuxième difficulté qui est qu'on a un vrai problème de l'adhésion citoyenne, et que cette adhésion citoyenne, elle fonctionne dans la démocratie de proximité. Donc, pour l'essentiel de nos concitoyens, les seules personnes qu'ils connaissent, c'est les élus municipaux et le maire. Et quand ils ont une requête quelconque, eh bien, ils vont voir le maire et ils savent, sans savoir qu'est-ce qui est de sa compétence et qu'est-ce qui n'est pas de sa compétence. Donc on a un système démocratique qui reste et qui est très fortement ancré sur la commune de base, mais commune de base qui a elle-même de moins en moins de moyens d'action, puisque les moyens d'action sont montés au niveau supérieur. Et donc, vous voyez qu'on est là quand même avec un renforcement de la capacité de mise en œuvre, mais avec un flou dans le processus démocratique, dans le processus décisionnel, dans la participation des citoyens, et que c'est bien évidemment le sujet de notre séance de ce matin, comment améliorer ça. Alors, je crois que la question qu'il faut se poser ensuite, et qui aujourd'hui a dans notre pays une résonance absolument considérable, et pas seulement sur des débats territoriaux, mais aussi maintenant sur le débat national à travers les décisions en cours et les flottements qu'on a dans notre pays. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une décision? Une décision, c'est d'abord une identification d'un besoin. Et puis derrière, par rapport à ce besoin, un débat sur la règle. Quelle règle il est nécessaire? On parle en ce moment d'un débat sur le code du travail, mais on a aussi ces choses-là sur les multiples documents d'urbanisme. Une fois que ce débat sur la règle a été posé, se pose ensuite la question de l'acceptation de la règle. Et qu'on voit aujourd'hui dans notre pays, on a un énorme problème sur l'acceptation de la règle. Et le débat public porte beaucoup sur la sévérité de l'obéissance à la règle, de l'application de la règle, alors qu'en fait, on va trop vite sur le débat de quelles règles instaurer et comment rechercher à l'intérieur du corps social l'ensemble des acteurs l'acceptation de la règle. Et donc on se retrouve souvent avec une situation de porte-à-faux et qu'encore une fois, une décision fonctionne que si elle arrive à mobiliser le plus grand nombre d'acteurs. La puissance d'une décision est proportionnelle aux gens qui y contribuent. Que ce soit les gens dans la sphère publique, mais aussi maintenant de plus en plus les acteurs privés, sachant qu'aujourd'hui notre pays est beaucoup plus constitué d'un très très grand nombre de PME que de grands groupes, je dirais, avec une grande puissance. On a un émiettement du tissu économique, et puis on a en même temps une montée des différentes organisations de la société civile qui ne tirent pas, bien évidemment, tous complètement dans le même sens non plus. Donc on a cette difficulté-là. Et donc la première
conclusion que je voudrais tirer, elle est très très simple. Les politiques, alors quand je dis les politiques, ce n'est pas les personnes, hein, c'est les actions politiques. Elles ne fonctionnent que si les gens les aident. Bon. Je crois que c'est ça la discussion. Donc le débat sur les processus de concertation n'est pas un débat strictement démocratique. C'est d'abord un débat sur l'efficacité de l'action. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur l'efficacité de l'action. D'ailleurs, ça débouche, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau territorial, sur une surchauffe de volonté décisionnelle. On multiplie de plus en plus les textes de loi, on multiplie de plus en plus les règlements qui se succèdent et qui se stratifient, parce que bien évidemment, on a fait le constat que la décision précédente, elle n'a pas fonctionné, ou elle a insuffisamment fonctionné. Et donc on remplace par une surchauffe administrative et décisionnelle une insuffisance d'efficacité dans la mise en œuvre par la participation du plus grand nombre. Et donc, tout ça, ça débouche bien sûr sur une insuffisance de débat préparatoire, puisqu'on veut aller de plus en plus vite dans la prise de décision, on a derrière une opacité accrue qui débouche du fait que les lois deviennent de plus en plus compliquées, veulent parfois boucler des éléments de détail qui en fait ne seraient pas de l'ordre du législatif, et qu'on a aussi des règlements, alors que ce soit en matière d'urbanisme, etc., qui deviennent impénétrables par ceux qui sont en charge de les appliquer. Et donc vous voyez qu'on a là une distance qui se creuse entre la bonne volonté de faire avancer l'ensemble de la société et puis le caractère illisible de tout ça. Alors vous le savez, ça débouche dans nos pays sur souvent beaucoup de blocages, que ce soit à tous les niveaux, national, territorial, etc. Essayer de mettre des éoliennes dans un territoire ou une déchetterie, et vous allez avoir des gens, je dirais, de bonne foi ou parfois avec des intérêts qui vont venir s'opposer, et puis on va se retrouver avec des situations de blocage qui sont quand même extrêmement préoccupantes. Alors pourquoi tant de blocage? Là, l'explication, c'est qu'il y a, je dirais, un décalage qui se fait entre l'opinion publique et les sphères décisionnelles, alors qu'elles soient publiques ou privées, hein, les situations sont les mêmes. D'abord, avec l'élévation du niveau d'éducation, qui est une très très bonne nouvelle, du niveau de formation. Donc chacun se considère comme expert de quelque chose, et donc maintenant n'accepte plus une parole descendante, révélée, et considère que lui aussi, à travers son parcours professionnel, par rapport à son éducation, il a un avis sur les affaires, que derrière on a une transparence médiatique et l'accélération de la circulation de l'information qui débouche sur une plus forte réactivité sociale. Je dirais que Twitter est un vrai cancer par le caractère brutal et le caractère viral de la diffusion des avis, mais comme tout ça est sur des formats tellement minuscules, qu'il n'y a pas les attendus, qu'il n'y a pas les explications, qu'il n'y a pas les enseignements, et donc tout ça provoque quand même quelque part un durcissement. Et donc ces différentes oppositions affaiblissent l'application de la décision, et on en a une vraie difficulté. Alors maintenant, comment avancer par rapport à ça? On a en France, peut-être plus qu'ailleurs, ces pathologies que je viens de décrire sont des pathologies communes qu'on rencontre dans la quasi-totalité des pays. Ce n'est pas un problème français, il ne faut pas non plus en rajouter. C'est peut-être un peu plus difficile chez nous. On a une insuffisance culture de la transition. Et donc, je vais oser vous poser une devinette. Quelle est la grande invention démocratique qui a été faite il y a de l'ordre de 10 000 ans par nos ancêtres dans tous les pays, y compris ceux qui ne se connaissaient pas? Les enchères sont bonnes. L'écriture, c'est un peu plus grave.
C'est un peu plus tard, mais c'est une très très bonne réponse, vous avez raison. Mais vous avez compris que j'ai inventé cette petite allégorie pour piéger tout le monde. Bon, je vais vous donner la réponse. C'est l'escalier. Nos ancêtres ont protocolé la hauteur des marches d'un escalier pour qu'un bambin, un vieillard, une femme enceinte ou bien sûr un sportif puissent tous monter aux étages. Et d'ailleurs, à l'époque, quand ils ont commencé à construire les villes, ont dimensionné la hauteur des marches d'escalier proportionnelle à la taille des gens. Et pourquoi l'escalier est une invention démocratique? C'est que l'escalier est peut-être la manière la plus simple d'expliquer ce que c'est qu'une politique publique. Et ça, un enfant de 5 ans le comprend. L'escalier doit être fait en sorte pour que tout le monde puisse arriver aux étages, quelle que soit la personne. C'est-à-dire tout le monde doit pouvoir atteindre des objectifs. Mais pour pouvoir atteindre ces objectifs, tout le monde n'ira pas à la même vitesse. Certains auront besoin d'être soutenus. Et donc toutes les politiques d'accompagnement, toutes les politiques sociales, toutes les politiques de péréquation sont des politiques qui ont pour but à aider les plus faibles à aller monter l'escalier à la vitesse qu'ils peuvent. Et donc, vous voyez, cette métaphore de l'escalier, elle sépare bien deux choses. Le but des politiques publiques, c'est que tout le monde accède à de meilleures conditions de vie, accède à des objectifs. Mais, après ça, il faut faire en sorte qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement pour que tout le monde puisse monter. Sachant que, bien sûr, un sportif pourra monter l'escalier 4 à 4, mais la quasi-totalité de la population ne pourra pas le faire. Et donc, l'ingrédient de réglage, c'est pas la différenciation des objectifs selon les personnes. L'ingrédient de réglage, c'est la vitesse. Et donc, les politiques publiques doivent négocier avec chacun le temps et le rythme de son implication. Or, là, aujourd'hui, on a une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'à travers les nouveaux médias, etc., il y a cette espèce d'idée de l'instantanéité, de la décision qui doit être mise en œuvre immédiatement. Un nouveau gouvernement arrive, au bout de 100 jours, on lui dit « mais vous n'avez pas tout changé ». Alors, en même temps, on lui demande de faire concertation, et au moment, on lui demande de changer tout à grande vitesse. Donc, vous voyez, on a là un grand désordre dans notre fonctionnement démocratique. Et donc, je reviens vers vous en vous disant, en fait, une culture de transition, c'est la construction d'un escalier, marche après marche, et à chaque marche, on peut rediscuter, on peut reprendre la discussion. Les avis du début de l'escalier peuvent changer de la part de chacun des acteurs dans le cours de la montée de l'escalier. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait à la conférence de Paris, et là-dessus, Laurent Fabius l'a remarquablement bien compris. Il a été décidé que les négociations climat, tous les 5 ans, on revoyait les objectifs. Personne n'a le droit de redescendre. Tout le monde doit remonter. Mais chacun peut décider à quelle vitesse il monte, de quoi il a besoin pour monter et quels sont les objectifs qui se donnent pour la marche suivante. Et donc, arriver à avoir un imaginaire de progression de la société, je dirais marche après marche. Et je crois que cette petite allégorie est utile. Alors, faute de cela, aujourd'hui, eh bien, on a d'une manière générale un affaiblissement de la prospective et on a un avenir qui est illisible pour la grande majorité de nos concitoyens, donc, avec les grands changements que traverse le monde, que ce soit la mondialisation de l'économie, que ce soit la complexité des relations internationales, que ce soit la maîtrise des flux financiers, que ce soit l'harmonisation au plan international qui est loin d'être faite des systèmes de protection sociale. Donc on a là de grandes difficultés qui fait que ce 21e siècle est illisible de la part des gens. Et donc il débouche, et ça revient au blocage mentionné tout à l'heure, il débouche
défensive. Chacun dit, je dois conserver ce que j'ai, je dois maintenir ma place dans la société, et je ne peux pas, et je n'ai pas la marge de manœuvre, de faire des concessions parce que je ne sais pas où je vais. Ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des gens, c'est le résultat de cette visibilité. Alors, ma réponse par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on rentre vers une démocratie co-construction. Le mot concertation ou participation, y compris dans la version de Coubertin, ça ne suffit pas. Le problème, vous voyez, on a eu des concertations qui se sont aujourd'hui énormément, je dirais, vidées de leur contenu, parce que c'était des concertations de forme, et les gens l'ont compris comme étant cause toujours, de toute façon, c'est pas toi qui décide. Et donc, à un moment, la valorisation, le renforcement de la décision publique ne fonctionne plus. Et donc, il faut un processus plus profond, qui est un processus de co-construction, donc qui passe par plusieurs étapes. Quels sont les besoins à répondre? Quelles sont les finalités auxquelles peuvent satisfaire les projets? En tirer des scénarios, parce qu'on ne peut pas mettre des débats sur les besoins ou sur les finalités sans expliquer à quoi ces finalités conduisent et qu'est-ce qu'elles rendent nécessaires. Je prends un exemple sur lequel d'ailleurs je vais revenir. On fait des lois en France avec des exigences. On ne fait pas de discussion, de répartition de l'effort financier préalablement à l'adoption de la loi. Donc on fait une loi, je dirais, qui est une affirmation politique forte, mais sans moyens. Et puis derrière, on constate que ça ne fonctionne pas. Je prends quelque chose qui touche les collectivités publiques, la loi sur l'accessibilité. Les coûts de mise en œuvre de la loi sur l'accessibilité, qui est légitime bien évidemment sur le fond, c'est quand même des coûts qui sont souvent, pour certains bâtiments, extrêmement élevés. Il n'y a pas une discussion financière. Donc à partir du moment, comment voulez-vous que la loi fonctionne s'il n'y a pas de discussion sur les moyens? Et donc, un processus de co-construction qui implique des citoyens, qui implique les acteurs de la société civile, nécessite que leur soient fournis des scénarios qui disent telle et telle décision, elle implique tel et tel moyen pour être réalisé. Sinon on reste dans le flou. Ensuite, il faut bien évidemment, sur cette base-là, informer les populations, organiser les instances de discussion. Et par exemple, pour le cas du plan de climat de Paris, j'étais allé voir le maire de Paris d'époque, et puis beaucoup à Hidalgo, en leur disant, écoutez, on va faire un plan climat de Paris. On ne peut pas maîtriser le changement climatique sans la participation de tous les citoyens. La moitié des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est ce que vous et moi nous faisons dans nos vies privées. Vos choix de chauffage, votre régime alimentaire, vos déplacements, vos postes de consommation posent globalement, toute population confondue, la moitié des émissions du pays. Et donc on ne peut pas faire sans. Donc il faut aller chercher les gens. Et donc j'avais fait 50 débats dans la ville de Paris, tous les arrondissements, tous les bords politiques, les chefs d'entreprise du 9e arrondissement, les associations de migrants des différents pays, enfin, aller voir tout le monde pour pouvoir déclencher un avis. Et j'avais posé comme condition pour faire l'exercice que ce travail-là, avec un processus de concertation qui impliquait plus de 500 personnes pendant 18 mois, donc il faut mettre des grands nombres. Il faut chercher la bonne représentativité. Et donc, j'avais posé comme condition que ces gens-là, sous leur seule responsabilité, avec donc un comité de pilotage, avec des gens sur les différents sujets, etc., devaient déboucher sur un livre blanc que la ville devait publier sans faire de contrôle politique et sans signer. C'était le livre de la société et pas le livre du maître d'ouvrage. Et puis la phase d'après, c'est que le maître d'ouvrage, la ville, répondait au livre blanc. Ça, je peux le faire. Je peux le faire aujourd'hui. Ça, je peux le faire demain. Ça, je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi je ne peux pas le
donc qu'on ait ce débat de la société avec l'organe décisionnel qui donc permettent d'avancer. Alors bien sûr, tout ça maintenant est beaucoup plus facile avec la capacité d'utiliser les nouvelles technologies de communication. Nos procédures démocratiques sont antédiluviennes par rapport aux moyens dont on dispose aujourd'hui. Donc à un moment, il faut ouvrir la porte. Bien évidemment, ce type de construction n'a pas pour but de dessaisir les élus de leurs responsabilités. Elle a pour but, à l'inverse, de leur donner un mandat fort. Et donc à partir du moment où il y a eu cette discussion, il y a eu cet échange, que les élus ont un mandat fort, et bien à ce moment-là, c'est bien sûr eux qui délibèrent, et personne d'autre qu'eux. Bon. Et puis ensuite, derrière, qui mettent en place les processus de mise en œuvre, la programmation. Et je voudrais en profiter là, ici pour dire que l'un des points qui manque aujourd'hui dans les processus de décision publique, et pas seulement les processus de concertation, c'est la nécessité de réunir les acteurs financiers. Par exemple, pour le plan climat que j'ai fait pour la région Poitou-Charentes, Pays de la Loire, le Pays de la Loire il y a 2 ans, j'avais obtenu, d'ailleurs j'avais aussi demandé au président de la République, et ça a été mis en place, mais un peu bâclé au niveau national, c'était de faire une conférence financière multi-acteurs. Nous ne pouvons plus, dans la situation économique de notre pays, demander à l'argent public de tout faire. Ça ne fonctionne plus. L'argent privé ne remplace pas l'argent public. Et donc, nous sommes dans la situation économique de notre pays face à une obligation qui est celle d'articuler argent public et argent privé. Ce n'est pas notre tradition française. C'est une nécessité absolue. Et donc, la manière de le faire, et donc, encore une fois, je l'ai fait en Pays de la Loire, et puis aussi en Nord-Pas-de-Calais, ça fonctionne. Alors, au début, il y a un petit problème d'amorçage, mais après ça, tout le monde en est soulagé. C'est une réunion donc avec les différentes collectivités publiques qui ont des budgets, les interlocuteurs intermédiaires comme la Caisse des dépôts, toutes les banques présentes sur le territoire, les grands investisseurs, et puis sur les choses à faire, comment on se répartit. Et à ce moment-là, notamment, les gens du secteur privé qui disent moi je veux bien, mais je voudrais réduire le risque, par exemple sur les prêts aux ménages. Est-ce qu'il y a la possibilité derrière d'avoir un mécanisme de garantie qui, pour des sommes extrêmement faibles, vient consolider l'investissement privé et le démultiplier? Pour vous donner un exemple simple, le taux de non-réponse, de non-remboursement des prêts de la part des ménages en France, il est de 3%. Si vous dites je diminue la moitié du risque bancaire, ça veut dire qu'il faut mettre en argent public 1,5% de l'investissement. C'est très très faible. C'est bien plus efficace que le système actuel d'octroi de subvention. Notre but, c'est d'avoir le plus grand effet de levier possible. Donc vous voyez, vous avez là, dans ces processus, des choses qui sont tout à fait importantes. Et alors, je voudrais maintenant, pour finir, dire qu'on a un vrai problème de lisibilité aussi sur la multiplicité des documents d'urbanisme, qui s'empilent, qui sont d'une grande complexité, qui intéressent, et c'est très bien, l'ensemble des experts, les élus, les techniciens, les organismes de mise en œuvre, mais qui, au-delà de ces gens qui sont directement incriminés, ne passent pas la rampe du citoyen. Nos textes sont illisibles. Le problème que l'on a sur la démocratie aujourd'hui, c'est la sophistication technique, économique, administrative de l'écriture. Nous ne savons plus parler aux gens. Et on a là une énorme difficulté. Alors je vais conclure en vous disant que dans cet esprit-là, si on veut que les affaires fonctionnent, il faut partir des gens, avec donc des principes. Transcrire les politiques publiques dans la vie réelle des gens, en fonction de leurs conditions
conditions familiales, économiques, sociales, géographiques. Et donc, par exemple, pour la contribution pour la conférence climat de décembre à Paris, le président de la région, Jean-Paul Huchon à l'époque, m'avait demandé d'écrire la contribution. Je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas jouer au micro-État, ça ne va pas le faire. Non. Donc, on va faire un exercice de la façon suivante. Expliquer la vulnérabilité de la région au changement climatique, on n'est pas très loin du sujet de l'actualité, avec les précipitations à certains moments des canicules, etc., la vulnérabilité de la région, les politiques de la région, notamment l'amélioration des politiques de transport, l'amélioration de la qualité de construction, toutes ces choses-là. Et puis derrière, la moitié du document est sous une autre forme. Ce sont des récits de vie de 9 familles qui font transition 2010, 2030, 2050. Je leur donne des prénoms. Elles ont des conditions sociales différentes. Et comment elles vont pouvoir faire ce cheminement? Qu'est-ce qu'elles doivent décider dans leur vie? Le logement, le mode de transport, le régime alimentaire. Et comment elles peuvent s'approprier des politiques publiques. Mais les politiques publiques, non pas en les décrivant par en haut, mais en les décrivant par en bas. C'est-à-dire comment une famille peut arriver à faire les évolutions qu'on lui demande et de quelle politique publique